Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans ce tuto gratuit où on va parler de Luminar qui est édité par Macfun. Macfun qui vient de changer de nom, ça va s'appeler Skyloom. Donc je sais pas quand vous verrez cette vidéo. Moi je l'enregistre le 16 novembre 2017, c'est-à-dire le lendemain de la publication de Luminar 2018. Enfin en tout cas, moi je l'ai reçu le 15 et il y a ici, au moment où j'ai reçu cette vidéo, ce sera peut-être un peu tard pour vous, mais il y avait voilà, un moyen de le précommander avec des bonus pour 59 € au lieu de 69 €. Donc juste un petit truc, Macfun, c'est un éditeur qui fait des logiciels qui sont surtout destinés à être des plugins pour Photoshop et Lightroom, mais qui fonctionnent aussi de manière autonome. J'avais déjà fait des vidéos sur Intensify, sur Tonality, en partenariat à l'époque avec Macfun. Une première remarque, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Macfun. J'ai acheté le logiciel tout seul et j'ai aucune instruction ou aucun partenariat en cours avec Macfun. Quand c'est le cas sur mes vidéos, je vous l'annonce. Donc c'était le cas pour les anciennes vidéos, mais pour celle-ci sur Luminar, voilà, je fais ma review et ma petite vidéo découverte et je ferai des formations aussi dessus si j'en ressens le besoin, si vous m'en faites la demande, et ce en toute indépendance. Donc d'abord, c'est quoi? Donc Luminar, c'est un logiciel qui va vous permettre de développer vos fichiers bruts. C'est un bon moyen de le décrire, ce serait de dire c'est le module développement de Lightroom. Et je parle de Lightroom classique, je ne parle pas du Lightroom CC que l'on a maintenant dans le Creative Cloud, qui est orienté développement sur plusieurs plateformes, notamment mobiles. Mais par contre, là où il s'inspire du nouveau Lightroom CC, c'est dans son approche assez simple et je dirais pas orienté débutant parce qu'il y a beaucoup d'options et de choses possibles, plus que dans Lightroom. Mais voilà, l'interface est très clean et reprend quand même les codes d'expérience utilisateur que l'on trouve dans les applications mobiles. Mais c'est quand même uniquement une application bureau et c'est une application qui a beaucoup d'options, beaucoup plus que Lightroom. Je pense que si je devais le résumer, en fait, je trouve qu'il y a le foisonnement de modules que l'on trouve par exemple dans Darktable. Là aussi, j'ai fait des vidéos sur ce logiciel. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à les regarder. Donc c'est le foisonnement de développement de Darktable. Il y a beaucoup de trucs pour faire plein de choses, mais c'est présenté de manière très simple. Donc rien que pour ça, c'est déjà un gros pas en avant et un sérieux concurrent au module développement de Lightroom. Juste pour aller dans l'introduction la plus concise et aller droit au but, non, ça ne remplacera pas Lightroom classique, parce qu'il n'y a pas de module de tri en fait. C'est une application où vous allez ouvrir une photo et vous allez la développer. Vous ne faites pas de tri, il n'y a pas de catalogue, il n'y a pas de collection, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas tous ces trucs-là. Néanmoins, Macfun, Skyloom, a annoncé travailler sur un module pour le greffer à Luminar. Donc je pense qu'ils ont été assez opportunistes, ils ont voulu positionner, à mon avis, Luminar face à Lightroom, mais tardivement. Je pense que leur intention de base, ce n'était pas ça. Ils se sont fait surprendre, comme beaucoup de monde, par l'annonce d'Adobe sur la division de Lightroom en deux logiciels. Et à mon avis, pour contenter les déçus, essayer de récupérer ceux qui vont partir de Lightroom, ils vont essayer de greffer un module bibliothèque à Luminar. Voilà, ça c'est ce que j'en pense, ça n'engage que moi. Mais en attendant, ça reste un excellent logiciel, en particulier pour 70 €, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. On va le démarrer tout de suite et vous allez voir que c'est vraiment très clean. Évidemment, c'est disponible pour Mac et Windows. Je suis ici pour Windows. Voilà l'ouverture. Vous voyez que quand on le démarre, finalement, on a juste un choix, c'est ouvrir une image. Donc voilà, pas de méthode de tri, pas de catalogue. Ce n'est pas fait pour ça pour le moment. Vous voyez la version 1.00. On peut espérer que de bonnes choses arrivent pour Luminar puisque la base est vraiment très bonne. Donc on va ouvrir une image. J'ai préparé quelques petites images. On va prendre par exemple un paysage d'Écosse shooté cet été au 6D. Et vous allez voir que on plonge directement dans le vif du sujet avec Luminar, puisque l'interface fait la part belle à la retouche de ces photos. C'est-à-dire qu'en gros, quand on va la maximiser, vous voyez que tout de suite en bas, bon, évidemment l'image s'affiche au milieu, ça c'est normal, mais tout de suite en bas, j'ai des presets. Donc, alors moi j'ai tendance à me raidir un tout petit peu et à me crisper un tout petit peu quand je vois des presets affichés en gros. Je me dis bon, en gros, application pour les Mickey. C'est bien, on clique vite fait, on fait un truc un peu kitsch et on s'en va. Alors, donnez-lui une chance parce que Luminar, ce n'est pas ça. Certes, il y a des presets, certes, les presets de base sont effectivement un peu kitsch, mais tout est fait pour que vous puissiez aussi développer vous à la main. Donc, comme c'est ce qui vous intéresse, je vais vous le montrer tout de suite. C'est-à-dire que dans le panneau de droite, on a évidemment un histogramme. On a la possibilité d'ajouter des calques. Par défaut, le seul calque qui est présent, c'est le calque d'origine, l'équivalent de l'arrière-plan en Photoshop, si vous préférez. Et ensuite,
on a les filtres. Ici, je n'ai pas de filtre, donc il me propose de les remettre à 0, mais j'en ai pas. Du coup, vous dites, bon, des filtres. Déjà, niveau vocabulaire, moi aussi, j'ai tendance à me crisper quand on parle de filtres. J'aurais préféré qu'on parle de modules, d'outils de correction, de développement. Bref, un vocabulaire peut-être un petit peu plus professionnel, mais bon, chez Luminar, ça s'appelle des filtres, ça n'enlève pas le fait que 1.1, ils sont très nombreux, et 2, ils sont très bons. Donc c'est quand même, je vais de surprise en surprise dans ce Luminar quand je l'ai démarré que j'ai vu ça. Donc je me suis crispé pour les presets, puis pour filtre en me disant c'est pas du tout le bon vocabulaire pour séduire les pros, et pourtant tous ces modules-là permettent de faire autant de la correction que du développement précis, que oui, des trucs effectivement un petit peu kitsch. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde, et ça va contenter autant les débutants que les professionnels, et surtout au final, ça le rend, et j'ai pas peur de le dire, plus puissant que Lightroom en termes de développement. Je vais vraiment pas me cacher là-dessus. Il y a encore des choses qui sont manquantes, notamment au niveau des outils de transformation pour corriger l'optique, où Lightroom est encore supérieur à ce niveau-là. Mais pour une version 1 à 70€, ce qui est l'équivalent de un peu plus de 6 mois d'abonnement au Creative Cloud Photo, ou 1 mois et 5 jours d'abonnement au Creative Cloud complet, même si évidemment il ne faut pas les comparer, mais 70€ pour une licence perpétuelle, sans abonnement, c'est vraiment pas cher. Et avoir accès à tous ces trucs de développement, c'est vraiment très bien. Donc par exemple ici, si je rajoute un filtre, ça s'appellera ton foncé, ton clair, donc Highlight Shadows. Je suis désolé, je l'ai installé en anglais. Je crois qu'il s'est installé par défaut en anglais, j'ai pas dû cocher l'option, mais il est disponible normalement aussi en français, ou le sera bientôt. J'ai pas regardé ça au niveau des langues. Donc là par exemple au niveau des shadows, on va tout simplement déboucher les basses lumières. Et vous remarquez que j'ai appliqué ça directement sur le calque du dessous, mais il y a des calques. Ça déjà, rien que par rapport à Lightroom, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'on va pouvoir superposer des filtres les uns sur les autres, et on va pouvoir leur mettre un mode de fusion. Vous voyez ici, on a les modes de fusion et on a l'opacité. Donc là, j'en ai qu'un, donc je ne peux pas le changer évidemment. Je ne peux pas mettre un mode de fusion sur un seul calque puisqu'il n'y a rien en dessous. Donc je vais vous proposer de vous montrer tout de suite. On va rajouter un calque de réglage, exactement comme dans Photoshop. Et dedans, ce que l'on va faire, c'est que je vais aller chercher un dramatique, tac, et regardez ce que ça fait. Donc là, je l'ai mis vraiment sur un calque à part. Je ne travaille pas sur le calque original. On va juste pousser. Et donc en gros c'est l'équivalent de la clarté, le dramatique que l'on a dans Lightroom, et je peux afficher ou cacher ce calque qui contient le réglage. Donc je travaille comme dans Photoshop en termes de calque de réglage, mais comme si j'avais des modules dans le panneau de droite de Lightroom, ce qui me donne une souplesse absolument incroyable, puisque du coup je vais pouvoir aussi doser le mélange des calques entre eux avec des modes de fusion. Vous le voyez ici, on a des modes de fusion et une opacité, mais aussi si je clique sur le pinceau, je vais avoir la possibilité de faire un pinceau à main levée, un filtre, je vais chercher mon mot là. Un gradient mask, c'est des gradés linéaires, et un filtre radial. Donc en gros, appliquer un réglage d'un point A à un point B, on a ça dans Camera Raw, donc sur une droite, et d'un point A à un point B sur un cercle, une ellipse, on a ça aussi dans Camera Raw. Donc là aussi, vous allez vous retrouver vos petits. Donc par exemple, on pourrait dire qu'on va faire ça uniquement sur le premier plan. On voit d'ailleurs le masque ici se dessiner. On voit qu'en haut c'est blanc et en bas c'est noir. Ok. Donc on peut encore une fois changer l'affichage du masque. Je crois que d'ailleurs je suis bête, je l'ai complètement inversé il me semble. Est-ce que je l'ai inversé? Hop là. Voilà, là le blanc est en bas et le noir est en haut. Donc j'applique ça en bas. C'est quand même un peu plus logique. Donc là on peut rajouter autant de calques qu'on veut. Vous voyez qu'on a un paquet, alors je vais pas dans cette vidéo tous vous les montrer, mais définitivement quand je ferai d'autres tutos, on aura l'occasion de les voir. Par exemple, on a aussi un denoise, donc qui permet de débruiter l'image. Si je veux le mettre sur un calque à part, je peux. Potentiellement, il vaudrait peut-être mieux mettre tout ce qui va être correction de l'image d'origine directement sur le calque original, et tout ce qui va être donner un look, ou en tout cas manipuler la lumière et la couleur sur des calques séparés. Donc par exemple, ici, on va utiliser la roulette pour zoomer. On va aller se mettre à un endroit qui était assez sombre, notamment ici au premier plan, et on va aller chercher le denoise. Donc sur le calque original, boum, j'appuie et je lance mon denoise. Là-dessus, on va pouvoir le faire sur la luminance ou sur la couleur. Donc hop, on va pouvoir pousser un tout petit peu ici. Et si jamais il y a un truc que vous voulez voir un peu plus précisément, on va pouvoir utiliser la barre de avant-après. Et ici, on voit que j'ai débouché et que j'ai au passage aussi corrigé le bruit.
Donc ça c'est très très bien de pouvoir balader le avant-après. Dans Lightroom on peut le faire que de gauche à droite. Alors vous avez évidemment la possibilité de revenir en arrière avec du CTRL Z. Les outils que vous avez ici sont des outils qui permettent d'agir pour un recadrage ou ici pour la gomme quand vous êtes sur un masque. Et ici je vois que j'ai un historique qui m'affiche toutes les opérations que j'ai réalisées, là aussi exactement comme dans Lightroom. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Autre chose, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'image, on peut bouger dans l'image vraiment très rapidement. Et je vais rajouter encore un nouveau calque. On peut rajouter un calque d'image accessoirement et faire des montages. C'est-à-dire, c'est pas Photoshop, mais on pourrait rajouter de la texture. Je pense que ça a été fait surtout pour rajouter de la texture. On voit d'ailleurs un outil de texture overlay, mais on pourrait faire monter une image et l'incruster directement. Ici, je vais juste créer un calque en plus et je vais juste vous montrer à quel point en fait les outils sont rapides. Donc on va faire un color balance pour donner une ambiance à cette image. Donc on a un résultat un peu dramatique. On va aller mettre du bleu dans les noirs. Et on va aller dans les highlights, donc les tons clairs, et envoyer un peu de rouge. Et maintenant je vais rajouter encore ici de la structure. Et vous voyez que tout bouge vraiment, mais très vite. Il n'y a aucune attente, c'est vraiment ultra réactif. Et là-dessus, c'est vraiment très bien qu'on ait vraiment un moteur au point et qui tire parti des machines de 2017. Parce que, bon, vous savez que Lightroom a un peu agonisé sur les performances. La mise à jour Lightroom Classic CC qui date de mi-octobre 2017. Il y a deux nouveautés. En gros, le masque de gamme, qui est en gros un masque de luminance, ce qu'on appelle un masque paramétrique. Et il y a l'amélioration des performances, qui aurait dû être là depuis 2 ans et demi déjà, depuis Lightroom 6. Mais bon, ça fait partie des choses qui ont été rajoutées dans Lightroom Classic, qui évidemment, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés. Et le moteur clairement souffre un petit peu de la comparaison des nouveaux outils. Quand on le compare à OnOne, quand on le compare à Darktable, quand on le compare là ici à Luminar. Luminar, je pense, de tout ce que j'ai testé, et celui qui a le module de développement le plus performant, c'est vraiment ultra réactif. C'est le seul truc où j'ai un petit peu à me plaindre, c'est quand on zoome très fort et qu'on utilise certains outils, il peut... Alors je sais pas si c'est moi, mais vous voyez que voilà, quand je change de zoom, il recalcule à chaque fois. Donc ce serait bien que ce truc-là soit dans un cache ou dans une mémoire pour ne pas avoir à chaque fois à refaire ce petit calcul. Ça veut dire que si vous êtes sur une machine qui est peut-être un peu plus modeste, cette étape à chaque fois peut vous gêner. Vous voyez que ça dure une demi-seconde, hein. Mais moi je trouve un petit peu dommage qu'on ait à le recalculer à chaque fois, parce que je suis sûr qu'entre là, il l'a déjà calculé tout ça, donc c'est assez étonnant qu'il le fasse. Par contre, quand on travaille à taille image ou qu'on se déplace, on peut vraiment manipuler tout ça très vite, et on n'a pas à attendre, on voit le résultat se faire vraiment en temps réel. Donc quand vous avez mis un peu le bazar, comme je l'ai fait ici pour les besoins de la démonstration, et encore il y a pire comme photo, j'aurais pu faire pire que ça, on peut tout simplement prendre filtre et de dire je remets tout à 0, et je garde mes filtres mais je les remets à 0. Ensuite sur chaque filtre on peut les déplier pour ranger un peu l'interface. On peut sur chaque filtre faire un masque, donc là ça commence à devenir vraiment très puissant, c'est-à-dire qu'en plus du masque qui existe sur le calque, qui contient donc tous mes filtres, chaque filtre peut lui-même avoir un masque. Donc par exemple si je fais une structure ici positive pour vraiment ajouter du détail, mais que je veux le faire que sur le ciel, sans toucher au masque global qui pourrait du coup lui être utile pour autre chose, eh bien pas de problème, en fait on va pouvoir je vais prendre le pinceau, je me mets avec le pinceau et je vais me mettre en mode effacer là-haut, et je vais dire, avec une brosse un peu plus grande accessoirement, on va mettre une brosse tac autour de 243, voilà, et je vais effacer, hop, ici, ma structure, je crois que je suis en opacité 50%, je vais me mettre à fond, moi je veux tout enlever, voilà, et vous voyez, on gomme notre structure uniquement sur le premier plan, et on la laisse du coup sur le ciel. Donc regardez, je vais vous faire le avant et le après, seul le ciel vient de changer en structure, et donc on peut rendre les nuages plus cotonneux avec un masque uniquement sur ce filtre. Et ensuite on peut refaire d'ailleurs notre balance, voilà, notre color balance pour donner une ambiance complètement différente à notre image. Peut-être ici je suis allé trop loin et que du coup maintenant il faudrait que je revienne sur l'original et que je mette un petit shadow highlight un peu plus fort du coup pour déboucher. Voilà. Et je vais afficher tout ça maintenant. Donc une fois que vous avez un résultat qui vous plaît,
vous pouvez enregistrer tout ce que vous avez fait en termes de réglage et en faire un save filter preset. Donc on va l'appeler exemple paysage. Je vais pas mettre exemple, je vais mettre paysage dramatique 1 et cliquer sur OK et vous voyez que j'ai maintenant ce preset ici qui s'affiche. Alors évidemment ça fait sauter les masques puisque le masque c'est quelque chose qui est contextuel à la photo, mais ce que j'ai fait ici sur la droite ça va être gardé. Donc par exemple on va ouvrir une nouvelle image et je vais ouvrir du coup un shoot que j'ai pris en macro, enfin c'est pas tout à fait de la macro mais c'est en tout cas un sujet un peu plus près, et on va aller chercher notre preset et tout ce qu'on avait rajouté sur l'ancienne image va apparaître sur la nouvelle. Donc paysage dramatique 1, je clique dessus et vous voyez qu'il a récupéré mon color balance et ma structure et du coup il l'affiche sur cette image. On peut faire le avant-après, vous voyez que ça marche particulièrement bien. On a ajouté de la matière et on a donc mis du bleu dans les noirs et un peu de rouge dans les tons clairs. Et on a déjà fait un dev en quelques secondes à partir d'une image qu'on avait déjà faite. Donc si vous avez accessoirement une série de paysages, vous pouvez l'appliquer du coup assez facilement. On a pas mal de trucs qui sont fournis d'origine. Par exemple, si j'ouvre ce portrait, vous allez voir qu'on a des presets qui sont fournis d'origine et qui sont donnés par catégorie. Donc il y a par exemple une catégorie portrait. Vous pouvez du coup partir d'un preset pour vous aider et du coup ensuite éventuellement les doser si jamais ça vous plaît pas. Donc si je vais dans la catégorie portrait ici, on peut partir par exemple d'un noir et blanc. Donc vous voyez que ça ajoute tout un tas de choses, notamment en gros une conversion en noir et blanc. Ensuite un réglage qui va faire une clarté, ce qu'on appelle un soft focus, mais ça correspond à une clarté négative. Un peu de glow, de quoi accentuer les contours, parce que bon après un glow il ne faut pas accentuer quelque chose que l'on vient d'adoucir, mais le sharpening ici va être dédié à accentuer les contours. On voit qu'il y a une option de masquage et tous ces réglages correspondent exactement à ce qu'on a dans Camera Raw dans Lightroom, donc vous ne serez vraiment pas perdu. Et on a ensuite un color balance, et donc je peux voir mon noir et blanc se faire entre le avant et le après, où je vais juste enlever tout simplement le avant-après. Voilà, et si j'ai envie de changer des choses, évidemment, il me redonne tous les réglages, il me donne accès à tout. Par exemple, moi, je suis vraiment pas fan du glow, donc je peux le cacher. Donc on va retrouver notre image avec son piqué d'origine. Pareil pour le soft focus, j'aime bien avoir du piqué. C'est une photo qui a été prise par Tiziana Anesi d'ailleurs, en studio, chez Artefix. Et on voit ici clarté aussi à 4. On voit que cette clarté, ce module clarté ne peut être que positif, d'accord? On ne peut pas faire de clarté négative. Mais si jamais il y a un endroit où vous voulez appliquer de la clarté, et que vous voulez le masquer, on pourrait très bien sélectionner ici le masque. Attention ici, c'est le module black and white en fait qui vient avec la clarté, donc si j'essaie juste de le replier, il ne veut pas me le replier, hop voilà. Donc ça veut dire que ici si je fais un masque, je vais masquer aussi le noir et blanc. Donc n'oubliez pas que il faut des fois replier un peu si vous n'êtes pas familier avec l'interface pour voir qu'est-ce qui vient. Donc la clarté n'est pas un truc à part, ça vient avec noir et blanc. Donc si je masque, je vais avoir des bouts de couleurs qui ressortent. Par contre, vous avez structure, vous avez dramatique, qui permet de faire aussi la même chose, et vous avez aussi tout simplement clarity. Donc par exemple, moi ce que j'ai envie de rajouter ici sur les cheveux, c'est un petit module clarity, que j'aurais pu mettre sur un calque à part, mais bon, on va travailler directement là-dessus. Et on va booster la clarté. On va prendre le pinceau en mode gomme et on va diminuer la taille de la brosse et je vais enlever du coup cette clarté positive sur la peau pour que la peau reste douce mais que les cheveux restent eux pris par le réglage. Tac, et qu'on fasse notre avant-après, j'essaie de tout bien ranger. Regardez, et maintenant on voit bien la différence de matière, notamment au niveau des mèches qui sont bien plus présentes grâce à l'algorithme de clarté. Donc je peux très bien m'aider d'un preset que j'ai fait moi-même ou qui est fourni avec le logiciel et ensuite aller mettre les mains et tripatouiller dans les modules. Donc en gros cette interface moi me plaît beaucoup. J'ai eu donc comme je vous l'ai dit une petite crainte quand j'ai ouvert au début, ça me paraissait être vraiment orienté débutant, mais en fait c'est un bon mélange entre une interface facile à appréhender pour les débutants, mais qui laisse les photographes et les retoucheurs avertis aller dans le détail et aller piocher dans un grand nombre de modules qui en plus peuvent être masqués indépendamment avec des calques de réglage, des modes de fusion. Tous ces trucs là sont vraiment les bienvenus, ça le rend du coup bien plus puissant que Lightroom en termes de développement et avec des meilleures performances. Si seulement il y avait un module bibliothèque, ce serait vraiment exceptionnel.
Donc il y a eu une annonce qui a été faite à ce niveau, j'espère que ça viendra rapidement. Donc une fois qu'on a fini son travail, on va dans le module File Export. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose malheureusement pour l'instant, et les réglages sont vraiment très limités. On a JPEG, PNG, TIFF, pas plus. Et en plus, voilà, niveau options, on n'a rien en termes de... Bon, on a la compression du JPEG, mais on ne voit pas d'aperçu. On ne peut pas changer la taille, on ne peut pas faire grand chose au final. Sur le TIFF, je regrette juste que pour le moment, il n'y a pas d'export 16 bits, mais juste avant que j'enregistre cette vidéo, MacFun m'a répondu sur mon tweet où je leur ai dit le logiciel a l'air cool, mais c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir exporter en 16 bits, et donc ils m'ont confirmé que dans une prochaine version, les TIFF qui seront exportés seront en 16 bits. Donc ça veut dire que si vous voulez continuer votre travail de retouche sous un autre logiciel, Photoshop ou Affinity au hasard, il faut le faire en 16 bits pour évidemment garder toutes les informations du fichier brut et ne pas faire des d'entonnoirs sur les valeurs présentes dans l'image. Donc malheureusement pour l'instant c'est que du 8 bits, que ce soit en JPEG, en PNG ou en TIFF. Mais patience, l'export 16 bits va bientôt arriver. Maintenant si vous faites tout dans Luminar et que vous l'exportez pour le web directement ici depuis avec du JPEG, ou si vous voulez juste exporter en 8 bits et juste changer la taille ensuite pour optimiser vos JPEG avec un autre soft pour votre portfolio par exemple sur internet, eh bien là-dessus il n'y aura pas de problème. Et si vous continuez votre retouche, votre post-production, il faut absolument rester en 16 bits, et malheureusement ce n'est pas encore possible avec la version 1.0 de Luminar. Donc il y aurait encore vraiment plein de choses à vous montrer. Vous avez vu qu'il y a des tonnes de modules, il y a vraiment plein de trucs super cool à faire avec Luminar. Je vais attendre de voir un peu quelle est votre réponse, de savoir est-ce qu'il y a une audience intéressée pour ce logiciel. Donc si vous regardez cette vidéo sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Ma chaîne YouTube c'est youtube.com/julienponce. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça bien, est-ce que vous trouvez ça pas bien, et surtout abonnez-vous pour être tenu informé, notifié des prochaines vidéos. Et si je ressens un intérêt sur Luminar, je n'hésiterai pas évidemment à faire de nouvelles vidéos gratuites. Et mon site officiel, julienponce.com, sur lequel vous trouverez mon portfolio et mes tutos premium en anglais. Donc du coup, là, vous regardez ça en français, ça vous intéressera pas trop pour les tutos, mais allez faire un tour sur mon portfolio. J'aime bien avoir l'avis des personnes qui suivent mes tutos sur mes photos. Et enfin, évidemment, pour mes tutos premium en français, c'est sur tuto.com que ça se passe. Il y a un champ là-haut de recherche, il suffit de taper mon nom, tout bêtement, Julien Ponce, tout attaché, et vous trouverez automatiquement tous mes derniers tutos, classés par logiciel, classés par plein de critères différents. Évidemment, si vous cherchez ceux sur Luminar, ils apparaîtront dans la liste déroulante. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est mon premier sur Luminar, donc pour l'instant, il n'y en a pas encore. Mais encore une fois, si je ressens l'intérêt, je n'hésiterai pas à produire des nouvelles formations, y compris premium, sur Luminar 2018 et version ultérieure. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci pour votre fidélité. J'espère que ce tuto vous permettra du coup de mettre le pied à l'étrier sur Luminar, que vous allez faire de bien belles choses avec, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!